Alors, on va commencer dans 2 petites minutes. Il me manque juste un intervenant. Il faut que je le retrouve. Et il est là. Donc, le temps de... on va lui donner le temps de monter sur scène. Voilà, c'est parfait. Non, pas de souci. Bonjour, bienvenue à toutes et tous. Je suis Florence Lenevé, je suis rédactrice en chef adjointe de La Lettre API. Je suis très heureuse d'animer cette table ronde cet après-midi sur le Made in France et les circuits courts. Alors, je ne vous cache pas que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé et sur lequel on a beaucoup écrit chez API ces derniers mois, car après avoir longtemps connu un succès d'estime, on a eu un petit peu le sentiment que le Made in France rencontrait enfin un véritable intérêt de la part des consommateurs à la faveur de la crise sanitaire. Des consommateurs, mais aussi des politiques. On les a vus tous se presser au salon du Made in France il y a quelques semaines à Paris, les produits estampillés du drapeau tricolore n'ayant, semble-t-il, jamais autant eu la cote. Besoin de réassurance, les Français ont aussi redécouvert les circuits courts, se disant prêts à revoir leurs habitudes pour consommer plus local et en payer le prix. Alors qu'avant la crise, avec la crise sanitaire, ça a mis en lumière la dépendance de la France dans certains domaines stratégiques. On a vu aussi les entreprises s'employer à chercher des alternatives locales, prêtes à miser plus à l'avenir sur des fournisseurs de proximité. Reste maintenant à savoir si cette tendance sera durable. Et pour évoquer ces questions-là, j'ai avec moi 4 invités qui chacun vont pouvoir nous apporter leur éclairage avec une vision qui n'est peut-être pas celle à laquelle on pouvait s'attendre. Alors, je vais commencer un peu dans le désordre par vous sur les présentations. Thierry Launois, vous êtes le président de la société JVD à Rezé et votre métier, c'est de concevoir, fabriquer... Je vais passer... non, je suis passée trop vite. Voilà. Des équipements hôteliers et des produits d'hygiène sanitaire pour les collectivités, notamment des purificateurs d'air, mais aussi des distributeurs de savon ou de gel, des sèche-mains. Vous rayonnez dans plus de 100 pays via 4 filiales à Singapour, Shanghai, en Malaisie et en Espagne. Vous employez 130 salariés pour un chiffre d'affaires de 40 millions d'euros en 2020, qui a explosé, 40 millions en 2020 qui a explosé, mais qui va revenir à des niveaux un petit peu plus normal en 2021, on en reparlera. Avec moi également, tout au bout, Reynald Nolot, vous êtes le président fondateur de Vite Mon Marché, une jeune pousse nantaise qui a développé un service de livraison de produits locaux et bio qui permet de faciliter la mise en relation entre consommateurs et producteurs. Vous employez une trentaine de salariés pour un chiffre d'affaires de 3,5 millions d'euros sur l'exercice 2020-2021, qui était clos au 30 mars, qui lui aussi s'est envolé avec la crise sanitaire, vous donnant envie de partir à l'assaut de nouveaux bassins de clientèle, ce que vous ferez peut-être, mais avec un timing un petit peu différent de celui que vous aviez envisagé, et on en reparlera. Avec moi également François Lemoine, vous êtes cofondateur et coordinateur stratégique des Coursiers Nantais, spécialisé dans la livraison de colis à vélo, une scope qui est née en 2017 et qui emploie aujourd'hui 17 coursiers et qui devrait réaliser un chiffre d'affaires de 150 000 euros en 2021 contre 120 000 euros en 2020. Enfin, je termine avec vous, Anne Pontruchet. Vous êtes développeur économique chez Solutions & Co, l'agence de développement économique de la région Pays de la Loire, et chargé de mission Solutions se fournir en Pays de la Loire. On voit déjà de quoi il peut s'agir, l'offre dont nous allons parler plus précisément tout à l'heure. Alors voilà pour les présentations et je vais commencer avec vous, Reynald Nolot, et peut-être avec quelques désillusions. Alors on va essayer de ne pas être trop pessimiste quand même dans cette table ronde, mais pour dire qu'au plus fort de la crise sanitaire, lors du premier confinement, vous avez vu les chiffres complètement s'envoler. Et en cette rentrée 2021, c'est un peu moins simple. Le taux d'acquisition client est beaucoup plus bas que ce que vous pouviez espérer. Expliquez-moi ce qui se passe et quel est le constat. Bonjour à tous. Oui, effectivement, pour vous donner des chiffres précis, en pré-confinement, donc c'est-à-dire on va prendre le dernier mois, c'est-à-dire février 2020, on était à un chiffre d'affaires qui était à peu près à 100 000 euros, on va dire, mensuel.
On est arrivé donc en mars-avril 2020 en confinement strict, où on est passé jusqu'à 600 000 euros de chiffre d'affaires. Donc on a fait du x5, du x6. Et puis après, donc à partir du mois de juin, on va dire, en post-confinement 1 strict, on était sur des chiffres d'affaires autour des 300, 350 000 euros. Et ça, on l'a tenu en fait pendant les confinements 2 et les confinements 3. Donc on était sur une base où on pensait vraiment que, bien sûr, on n'avait pas tout gardé du confinement 1 strict. On faisait la moitié, de 600 000 à 300 000, mais c'est quand même du x3 par rapport, on va dire, au pré-confinement. Donc c'est vrai qu'on avait fait nos budgets, on va dire, et nos prévisions par rapport à ceci, et on s'est planté. Parce que en vraiment déconfinement total, donc depuis cette rentrée, sans couvre-feu, sans rien, on n'est plus du tout sur ces chiffres-là, on est plus, on va dire, à 200 000 euros. Donc vous me direz, c'est toujours x2 par rapport au pré-confinement, mais c'est loin, on va dire, des prévisions que l'on avait. Donc effectivement... voilà, il faut revoir un petit peu notre roadmap, comme on dit, notre route, parce qu'il y a eu, je pense, des fausses prévisions, et certainement, je pense qu'on a sous-estimé les confinements 2 et 3 en termes d'impact, on va dire, sur notre activité. Oui, ça veut dire quoi? Parce qu'on disait, au plus fort de la crise sanitaire, on avait le sentiment, on disait beaucoup, les Français ont besoin d'être rassurés, et du coup, le côté local, ça y avait quelque chose de rassurant. On savait, c'était fait à côté de chez nous, des producteurs locaux. Ça veut dire qu'ils ont moins besoin d'être rassurés aujourd'hui, et ils font moins attention à ce qu'ils mettent dans leur assiette? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Le premier, déjà, on est déconfiné et tant mieux. Donc, on a envie d'aller vers son commerce de proximité. On a envie d'aller sortir et d'aller toucher les produits. Quelque chose qu'on a du mal à faire via Internet. Il y a également donc, plus de concurrence en cette période de post-confinement. Donc, ça a été très tendance, ça a donné l'idée, on va dire, à beaucoup de personnes. Il y a des magasins qui sont sortis, donc il y a plus de concurrence, on va dire, sur ce secteur-là. Mais le marché n'est pas encore assez important, on va dire, pour donner de la place à tout le monde. Et puis il y a clairement un pouvoir d'achat, on va dire, un impact de pouvoir d'achat en cette rentrée que, même chose, je pense que l'on a sous-estimé. Et clairement, je le vois avec mes producteurs, tout ce qui est agriculteur biologique, produits fermiers. Aujourd'hui, ce n'est pas dans la priorité du budget, même si c'était vraiment, on va dire, la priorité pendant la période de confinement. Là, les gens, forcément, regardent un peu plus le portefeuille et c'est devenu plus un plaisir, donc un achat plus ponctuel. Donc, on est rentré plus dans une niche, alors que voilà, la période d'avant... on était chez soi, on pouvait se faire plaisir un peu plus longtemps justement, même si c'était une période compliquée pour tout le monde bien entendu. Donc voilà, pouvoir d'achat, concurrence et je pense, c'est ce qui explique, on va dire, cette rentrée pour nous mitigée, mais tant mieux que tout le monde est déconfiné. Oui, ça veut dire qu'il y a un peu moins de récurrence. Enfin, on va venir plus ponctuellement faire appel à vous par rapport à une période de confinement. C'est ça, c'est-à-dire qu'on pensait qu'on était entré dans le mass market, comme on dit, donc c'est-à-dire vraiment dans l'achat régulier, mais on est revenu dans la niche. Et donc, on est redevenu l'achat plus ponctuel, plus plaisir, et on est moins un besoin de consommation essentielle. Et quand vous parlez de niche, ça veut dire qu'on est plutôt sur un marché de CSP+, d'une catégorie avec des revenus assez conséquents? Complètement. Je pensais justement qu'on était sorti de cette typologie, on va dire, c'est un peu ce cliché, mais effectivement, quand je regarde mes dernières statistiques et quand je prends, on va dire, nos clients avec le prix du mètre carré, notamment sur Nantes, eh ben, ça match exactement. Donc oui, on a une clientèle effectivement CSP+, et donc on est dans cette niche et on n'est pas dans le mass market. Oui, ce qui explique peut-être ce décalage qu'on peut avoir entre l'intention et l'acte. C'est-à-dire parce quand on écoute, quand on regarde les enquêtes, on a l'impression que les Français sont toujours désireux de consommer plus simple, plus local. Bien sûr, la tendance est restée. Ça, moi, je suis convaincu que
Aujourd'hui, il faut faire le dos rond, on va dire, de notre côté. Il y a beaucoup d'entreprises qui souffrent dans ce secteur de l'agriculture biologique et des circuits courts et qui vont fermer. Donc il va y avoir un certain écrémage. Tout le monde ne va pas rester. Mais je pense que la tendance est toujours forte. Je pense que dans la salle, quand on parle de circuits courts, d'agriculture biologique, ça donne envie, on va dire, forcément à tout le monde. Mais voilà, on est dans une période où on regarde aussi le portefeuille et donc... peut-être que quand on aura un peu plus de certitude sur son pouvoir d'achat, on pourra peut-être revenir à cet acte-là. C'est un des points, je pense que c'est un des points les plus importants. C'est l'incertitude, on va dire, actuelle qui freine certainement, on va dire, cet achat. Mais je n'ose pas croire que c'est juste un effet de mode et que ça ne reviendra pas. Il faut aussi que le circuit court et l'agriculture biologique se démocratisent, c'est-à-dire qu'il faut faire plus de volume. Il faut quelques acteurs gagnants pour que justement, par le volume, on arrive aussi à avoir des prix, on va dire, plus attrayants pour le consommateur final. Donc il y a encore beaucoup de travail. Donc je dirais que de l'effet de mode, ça s'est quand même converti, mais pour vraiment sortir de la niche, il y a encore beaucoup de travail et encore quelques années à faire. On n'y est pas encore. Ouais, ça veut dire que oui, plus de volume pour faire baisser les prix, parce que ce qui freine encore principalement, c'est le prix. Tout à fait. Les gens voudraient bien consommer plus en proximité, plus local, de meilleurs produits, mais il faudrait que les prix soient à peu près alignés, quoi. Tout à fait. Vous voyez plusieurs entreprises ou start-up qui effectivement, on va dire, arrivent à avoir du prix sur du bio, mais ce sont souvent un bio, on va dire, qui vient d'Espagne, par exemple, avec un cahier des charges qu'on ne maîtrise pas forcément. Et nous, notre clientèle est très claire, c'est-à-dire qu'on préfère un produit local, on va dire, qu'un bio qui vient d'Espagne. Donc voilà, pour aller chercher du prix, il faut aller plus à l'extérieur. Donc si vous voulez rester, on va dire, très cohérent, aujourd'hui, effectivement, le prix est encore important. Donc, encore une fois, on n'est pas dans le mass market. C'est un produit niche. Donc, les ambitions sont toujours belles, mais elles sont moins importantes. Voilà. Et vous pensez du coup qu'on va vraiment aller vers un marché de masse? À quelle échéance? C'est quoi au-delà du prix? Ça va être quoi? C'est plus d'éducation, plus de pédagogie? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. En fait, je ne sais pas. Je vois tous les efforts des grandes surfaces, toutes les alliances locales, mais je le vois aussi avec mes producteurs, c'est-à-dire que ça va être un producteur sur 100 qui va être en tête de gondole, donc lui est content parce qu'effectivement, on ne négocie pas son prix, il va faire du volume avec la GMS, mais il pense aussi aux 99 derrière qui ne peuvent pas être, on va dire, en tête de gondole. Et puis après, s'il va sortir, on va dire, de la tête de gondole et rentrer dans les rayons, c'est dans un système dans lequel ils ne veulent pas rentrer. Donc c'est pas évident. Je vois pas vraiment de collaboration possible entre la GMS et les producteurs, selon mes producteurs. Et pour nous, oui, il faudrait faire plus de volume. Après, c'est facile de baisser les prix, on va dire, sur des fruits et légumes. Ou voilà, si on prend 100 kg de pommes de terre, on peut avoir un prix par rapport à 1 kg de pommes de terre. Mais si vous prenez de la viande, notamment, ce sont des carcasses, et donc en fait le travail est le même si vous vendez un morceau ou si vous travaillez ou si vous vendez toute la bête. Donc le producteur ne peut pas baisser son prix ici. Donc moi ça fait 4 ans maintenant, 5 ans. Mon rêve effectivement c'était de démocratiser le circuit court. Et aujourd'hui je me pose clairement la question, je ne sais pas en fait si c'est un produit de masse. Je ne suis pas sûr. Peut-être que ça va rester un produit effectivement de niche, qui est très bien et c'est très loyal et je veux dire c'est très louable. Mais par contre, voilà, ce ne seront pas des chiffres effectivement exponentiels. Ça restera des actions plus locales et moins un effet de masse comme la GMS. Une logique plus militante peut-être des consommateurs. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'un acte d'achat plus plaisir, plus ponctuel, mais qui ne rentrera pas forcément, on va dire, dans la quotidiennité des gens comme est la grande surface aujourd'hui. Je pense que ce rêve de vouloir défier un petit peu la GMS et de changer l'alimentation qu'avec le circuit court, au bout de 4 ans, 5 ans d'activité,
Bon, je me pose la question si c'est peut-être pas effectivement utopique. Je ne sais pas, on verra plus tard. En tout cas, pour l'instant, faut tenir et essayer de sortir de ce moment effectivement plus compliqué pour nous. Ouais. Ouais, on va essayer de rester positif. Vous travaillez avec combien de producteurs sur Nantes? On a 250 producteurs aujourd'hui autour de Nantes. Ouais. Merci Renan Lolo. Voilà, on espère que les choses vont évoluer. François Lemoine, le consommé local est responsable, c'est aussi quelque chose qui vous parle au coursier nantais, puisque vous êtes un acteur des circuits courts. Alors peut-être expliquez-nous votre positionnement et en quoi vous êtes différent des autres acteurs. Oui, bonjour. Effectivement, le circuit court, c'est quelque chose que l'on connaît pas mal aujourd'hui. Alors nous, on est présents sur deux parties dans notre activité. Il y a l'activité de colis. C'est une partie sur laquelle déjà on essaye d'avancer, clairement, où on travaille directement avec les libraires locaux, avec les commerçants, les magasins locaux qui sont présents. Pour un peu court-circuiter entre guillemets la livraison de colis classique, où on envoie son colis par la poste, ça part dans un centre de tri qui va faire, le colis va faire 200-300 km pour se retrouver des fois à 200 mètres juste à côté. Donc il y a cette partie-là où on est acteur déjà dans un premier temps. Et le deuxième, c'est vraiment sur la partie de livraison en froid positif, où on travaille avec pas mal de boulangers locaux pour approvisionner les restaurants, les épiceries par exemple. Et dans le même principe, on est sur la livraison de fruits et légumes depuis le marché de Talensac par exemple. On a pas mal d'acteurs du marché Talensac avec qui on travaille, autant sur la partie livraison pour les professionnels, comme pour la livraison directement pour le particulier. Dans ce cadre, on a également une plateforme que l'on a mis en place via la fédération CopCycle, où il y a la possibilité de faire son marché en ligne pour le marché Talensac. Je prends cet exemple qui est un peu plus connu, où on peut faire toutes ses courses en ligne, que ce soit son vin, son fromage, ou sa bouteille de vin, que ce soit également des crustacés. Et l'objectif pour nous, c'est d'essayer de mettre cela en avant pour donner un petit peu un effort aux commerçants locaux. Et justement, du coup, quand Renan Lolo disait la concurrence s'est renforcée, là, finalement, vous avez le même positionnement que Vite Mon Marché sur cette partie d'activité-là. Ah, oui, alors on a un positionnement qui va être un peu similaire, mais aussi un peu différent. Là, dans le sens où déjà on a des activités qui sont plus complémentaires, je pense, que concurrentes. Nous, on ne travaille pas avec les mêmes producteurs, par exemple, donc c'est pas la même gamme de produits qui va être proposée. On laisse peut-être plus de choix directement aux consommateurs, et je pense que peut-être chez Vite Mon Marché, ça va être plus un peu téléguidé, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça donne aussi la possibilité aux consommateurs d'aller plus vite sur la création de son panier, par exemple, ce qui est important parce que le temps passé sur la création de son marché, il doit être le plus court possible pour le consommateur parce généralement il n'a pas le temps, c'est aussi pour ça qu'il veut se faire livrer. Il ne veut pas passer son temps dans un supermarché, il ne veut pas passer son temps au marché, sinon il viendrait directement au marché faire ses propres courses. Donc non, je pense qu'on est plus sur un modèle qui va ensemble que concurrent. Et vous ne l'avez pas trouvé OK. Par rapport aux grandes plateformes, vous avez un modèle un petit peu différent parce que vos livreurs sont salariés. Alors il y a deux choses qui sont différentes, c'est qu'effectivement tous les coursiers qui travaillent pour les coursiers unités sont salariés. Vu qu'on est une SCOP, on a la possibilité aussi pour chacun de ces salariés de devenir coopérateur. Et donc on décide après en assemblée générale des lignes stratégiques, de la partie financière, voilà, tous les sujets sont abordés ensemble. Et en plus de ça, nous, la gestion de la marketplace, à partir de 2022, va être gérée par ce qu'on appelle une SIC. Une SIC, c'est une société coopérative d'intérêt collectif. C'est-à-dire que l'ensemble de la gestion de la marketplace sera géré autant par nous que par les consommateurs, que les commerçants, qui auront la possibilité à eux tous de prendre des parts directement dans la gestion.
Mais ça peut être aussi intégrer de nouveaux acteurs, comme Vite Mon Marché, par exemple. Et contrairement à d'autres acteurs, on va pas forcément les citer, mais chez vous, la livraison, elle est payante. Oui, tout à fait. Alors, nous, on va enlever ce mythe de la livraison gratuite parce que je pense que le consommateur s'est trop habitué à se dire la livraison, c'est gratuit ou c'est 1 euro, ou parce que j'ai un pass mensuel qui me coûte 5,99 €. Du coup, ça ne coûte rien de me faire livrer telle ou telle chose, donc je peux commander autant que je veux. Non, derrière, il y a des vrais salariés qui font le transport, il y a du matériel qui est utilisé, qui plus est quand on fait du froid positif. Là, on pourra me le confirmer, mais il y a un matériel spécifique à avoir. On ne peut pas transporter de la viande sans se soucier de la température à laquelle ça va arriver, ni la contrôler, par exemple. Il y a tous ces aspects-là qui sont importants. Donc oui, on a une petite différence par rapport à cela, et on essaye aussi, en quelque sorte, à notre manière de rééduquer, entre guillemets, le consommateur à se dire pourquoi c'est payant, pourquoi ça vaut de l'argent, et pourquoi on ne peut pas utiliser des auto-entrepreneurs comme ça toute l'année, qu'on va payer 1 euro le colis ou 1 euro la livraison. Même si certains, aujourd'hui, acteurs locaux, essayent de faire la même chose en payant 3 ou 4 euros de plus l'auto-entrepreneur, c'est pas un avenir. Et surtout, le modèle économique, enfin le modèle social français aujourd'hui, il est quand même basé sur du salariat, pas sur de l'auto-entrepreneuriat. Donc si on veut que le modèle social français change demain, eh bien dans ces cas-là, ok, mais on se met tous auto-entrepreneurs. Ou alors on crée 2 groupes, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, et sauf que ça va un peu diviser les choses, et derrière, ça n'aura pas de sens. Et vous étiez, l'entreprise avait été créée, enfin la SCOP avait été créée avant la crise sanitaire. Avant, après, quelle différence, quelles sont les tendances que vous avez remarquées? Il y a eu un engouement à un moment, puis c'est en train de retomber, même constat que pour Reynald Nolot. Alors, moi, il est un petit peu différent, mon constat. Je suis très content que le confinement soit terminé. Autant le premier confinement nous a été très bénéfique, ça nous a permis de nous lancer davantage dans la livraison des courses quotidiennes. Alors après, avec un double impact. Le premier, c'est qu'on travaillait que avec la GMS à l'époque. Et là, on s'est dit, waouh, attention, au final, on dessert que les gros. Il faut penser aux petits aussi à un moment donné. Donc ça nous a permis une prise de conscience et de nous tourner vers eux aussi, de dire, bon voilà, on a envie de faire quelque chose, comment on peut travailler ensemble. Mais derrière, ça nous a permis donc, de développer cette partie-là, mais ça, c'était que pour le premier confinement, parce qu'à partir du deuxième et du troisième confinement, il ne faut pas oublier qu'on a la partie, nous, approvisionnement des restaurants, qui s'est développée de plus en plus. Et perdre cette partie d'approvisionnement, au final, si la livraison des courses quotidiennes avec la GMS ou avec les petits commerçants ne suffit pas, eh bien forcément, on se retrouve à perdre. Donc on a vécu, nous, les 5 premiers mois de l'année un peu compliqués avec la fermeture des restaurants. Et depuis, au contraire, ça y est, on repart, on redécolle, tout va bien, mais ça a été compliqué. Sans oublier que la livraison des courses quotidiennes, c'est beaucoup plus complexe à planifier, alors que quand on doit approvisionner des professionnels, eh bien là, on est sur quelque chose d'assez régulier. Donc en termes de planning, c'est plus simple, et c'est plus facile de s'y retrouver, alors que la livraison directement depuis le consommateur, c'est tellement volatile, et puis il y a une telle concurrence avec des personnes qui livrent dans les 10 minutes, enfin, qui vendent la possibilité de vendre dans les 10 minutes les courses quotidiennes, que ça devient très, très concurrentiel et très compliqué de réaliser des plannings qui sont suffisamment rentables. Et un mot peut-être pour conclure avant de passer à Thierry Launois, qu'est-ce qui pourrait faire que la demande de livraison à vélo augmente? Augmenter le prix du carburant. Il a déjà bien augmenté, je crois. Non, mais est-ce qu'il faut des incitations? Au-delà de la blague, encore une fois, ça fait partie aussi peut-être des mesures qui peuvent être prises par les villes, que ce soit les agglomérations comme les métropoles, d'inclure des zones vélo de plus en plus conséquentes. Mais c'est un peu ce qui va se faire. On le voit, l'initiative de mémoire qui s'appelle Nantes-les-Îles,
qui va être au sud de Nantes, où ils veulent créer un quartier 100% réalisé à vélo. Je pense que c'est une des réponses que l'on peut apporter. Alors attention, on ne peut pas tout faire à vélo non plus, hein, même si moi je suis évidemment très partisan du vélo. Il ne faut pas négliger que certaines choses, certains poids ne peuvent pas être livrés à vélo. Hein, au-delà de 300 kg, ça n'existe pas aujourd'hui. Mais également tout ce qui est en froid positif, plus on augmente le volume, et plus il y a une nécessité de coût qui va être de livrer autre que par le vélo. Donc voilà, il y a aussi, même si j'aime le vélo, même si j'ai envie qu'on me promouve, derrière, il faut faire aussi face aux réalités. Merci François Lemoine. Thierry Launois, j'arrive à vous et on arrive dans l'industrie. Quand on a échangé pour préparer cette table ronde, j'ai senti que vous étiez un petit peu désabusé. Vous m'avez d'ailleurs dit, je suis surpris de voir à quel point l'attachement au Made in France reste fragile. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Bonjour. En fait, je ne suis pas désabusé. Mais on a vécu, alors d'une précision, JVD, une société industrielle qui existe depuis 40 ans à Nantes. On fabrique des équipements d'hygiène qu'on a conçus dans nos bureaux. Disons que fondamentalement, on observe qu'il y a un attachement au Made in France. C'est des valeurs qui parlent pour plein de raisons. Ça n'intéresse plus personne de faire circuler des produits qui font 20 000 km pour arriver de Chine en France. Enfin, je dis ça n'intéresse plus personne. Ça pose de vraies questions. Il y a une prise de conscience. Il y a une prise de conscience parmi les premiers hommes politiques à avoir bousculé la pensée établie, c'était des personnalités comme Arnaud Montebourg, à l'époque, avec la marinière. Et depuis, on voit que c'est quelque chose qui prend. Mon commentaire, il portait sur les 18 mois qu'on vient de vivre, là, sur la période Covid. Parce qu'en tant qu'industriel à fabriquer des équipements d'hygiène, dont vous avez peut-être vu quelques exemplaires à l'entrée, on a été submergé de demandes au début du confinement, enfin au début de la crise, pour préparer le déconfinement, pour permettre aux gens de retrouver l'espace public. Parce que la Chine était fermée et toute la chaîne logistique était arrêtée. Et à ce moment-là, on nous a beaucoup sollicité. Tout le monde était dithyrambique sur le Made in France. Nos chiffres de vente ont explosé durant la période parce qu'il y avait un besoin d'équiper plein de personnes. Et en fait, on a vu quand les choses reprenaient une forme de normalité après le confinement. Alors, nos produits étaient toujours plébiscités parce que voilà, il fallait continuer à se protéger de la pandémie. Mais en fait, rapidement, on a vu tout un tas de grands décideurs parmi nos clients ou parmi les collectivités locales revenir à des habitudes d'achat. Tourner vers le low cost, vers la décision uniquement basée sur le prix. Et les grandes promesses qu'on avait entendues pendant quasiment un an se sont envolées. Alors, je continue à penser que c'est une lame de fond et qu'il faut regarder sur le long terme et que de plus en plus, on va assister à des relocalisations. Mais on est monté quand même très haut en termes de promesses et de déclaration d'amour envers le Made in France pour revenir quand même à des habitudes d'achat dignes de celles qui sont pratiquées dans les grandes surfaces. Oui, parce que vous disiez, il y a des injonctions contradictoires. Finalement, on a des directions d'entreprises, des collectivités qui disent, voilà, il faut favoriser le Made in France, mais qui, dans le même temps, vont demander au service achat un peu de tirer les prix. C'est ça, ces injonctions contradictoires. Oui, alors soit c'est de l'hypocrisie, soit effectivement c'est une déconnexion entre la vision un peu RSE de certaines directions d'entreprise et la responsabilité ou la pression qui est mise sur leurs équipes, un peu plus loin dans la pyramide, pour optimiser le fonctionnement de l'entreprise et le compte de résultat. D'une certaine manière, c'est la vision très sociétale, environnementale du dirigeant qui va s'exprimer dans plein de grands forums, et ce même dirigeant qui demande à ses équipes d'optimiser la marge de temps et de diminuer le coût d'achat d'un autre montant.
Voilà. Je pense que tant qu'il n'y a pas un bon alignement entre les promesses, la vision et les grandes déclarations des dirigeants et ce qui est demandé aux équipes opérationnelles, ça ne peut pas marcher. Et ce que vous disiez aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui un besoin, parce qu'on a senti que voilà, le Made in France, c'était porteur en termes d'image et tout ça, et qu'il y a peut-être un besoin au niveau des pouvoirs publics de faire un peu le tri dans tous les labels, parce qu'aujourd'hui, tout le monde revendique l'étiquette Made in France et on ne sait pas trop si vraiment ça a été fabriqué en France. Oui, alors il y a une confusion assez forte, alors qui a été accentuée par quand même là, les quasi 2 dernières années qu'on vient de vivre, ont donné lieu à plein de nouveaux produits, parce que d'un côté, on a eu besoin d'acheter des produits pour se protéger du Covid, d'autre côté, les ménages ont surconsommé parce qu'ils se sont réappropriés leur domicile, soit parce qu'il y avait du télétravail, soit parce qu'ils étaient confinés. Donc, il y a plein de produits enfin, je ne connais pas les chiffres exacts du commerce extérieur sur ces derniers 18 mois, mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais autant d'importé de produits d'Asie. Donc je pense qu'il est important effectivement qu'il y ait des vrais labels qui ne soient pas tarte à la crème et qui prouvent aux consommateurs que ce qu'ils achètent en toute sincérité est bien fabriqué sur le territoire avec des équipes locales, des matières pour fabriquer les équipements qui ne viennent pas de l'autre bout de la planète, etc. Aujourd'hui, si vous regardez de près, il y a beaucoup de logos que vous trouvez sur des documentations commerciales, même des pubs à la télé, qu'on peut obtenir uniquement en cotisant sous forme d'abonnement à une association annuelle. Après, vous remplissez un questionnaire, vous y mettez ce que vous voulez. Donc en fait, il suffit parfois, on voit quand même un certain nombre de produits dont les sociétés se contentent de repackager le produit, d'y mettre peut-être une documentation, et après, ils vont exprimer que c'est du Made in France. Donc tant que les pouvoirs publics n'ont pas une analyse en profondeur et certifient pas proprement l'origine de ces produits, ça restera confus et ça ne crée pas un climat de confiance pour vraiment s'engager en faveur d'une production locale. Alors pour autant, vous continuez à y croire, vous parlez quand même de lame de fond, et vous avez d'ailleurs prévu d'investir 3 millions d'euros dans une extension sur Rezé. Pourquoi c'est important pour vous ? Parce que d'abord on croit dans les produits qu'on fabrique et à la nécessité, enfin à la bonne destinée de ces produits-là. Donc on se prépare à avoir des capacités de fabrication pour le futur. Ensuite, c'est quand même une réalité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, en fait, d'une certaine manière, pour avoir le raisonnement que je tiens, j'ai envie de dire, j'ai eu la chance d'être dans une société qui a déjà 40 ans, donc on a un rapport au temps long qui est un peu différent d'une société qui vient d'émerger. Et en fait, quand on est industriel, on investit des sommes importantes dans la R&D et dans l'outil industriel. Donc naturellement, vous faites des paris sur l'avenir. Et ces paris, vous les faites en observant un certain nombre de signaux faibles ou de tendances sociétales. Et on voit que ce mouvement de la relocalisation, du Made in France, il est porté par les valeurs environnementales qui sont particulièrement bien défendues par les jeunes, en tout cas beaucoup plus que la génération de mes parents. On voit que c'est porté aussi par des valeurs politiques. On n'a pas envie forcément que nos produits soient fabriqués dans des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, où on fait travailler les enfants, etc. Donc, plus les problématiques qu'on vient d'évoquer, mais qui sont quand même beaucoup autour de l'environnement, nous on croit au Made in France et donc à notre outil industriel. Après, je pense que ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai commencé à travailler après mes études, il y avait des clivages forts entre le monde de l'industrie, le monde du service. Souvent, le monde de l'industrie, c'était très connoté métallurgie, textile, industrie polluante, etc. Et de la même manière qu'aujourd'hui, il y a plus trop de moins en moins de barrières entre le télétravail, le travail sur le lieu de l'entreprise. Je trouve que le monde de l'industrie évolue un peu vers le service. On n'a pas de problème à attirer aujourd'hui des candidats pour travailler dans notre entreprise. Enfin, comme tout le monde, je veux dire, mais pas plus parce qu'on a une usine de fabrication. Et ce que vous expliquez, c'est qu'on peut parfaitement relocaliser si on pense le produit dès sa conception.
C'est ça aussi une des clés de la relocalisation. Oui, parce que la relocalisation, ce qui a été dit quand même, c'est que malgré tout, les consommateurs et les décideurs, les gens qui achètent dans les entreprises, sont rarement prêts à payer le prix du Made in France. Alors, on a tendance à dire oui, dans une mesure de 10-15%, on peut tolérer un surcoût si on a un produit de qualité qui est fabriqué localement. Ça va dépendre du stress du décideur dans l'entreprise et ça va dépendre du pouvoir d'achat des ménages. Donc en fait, vous devez vous battre sur un certain nombre de registres. Déjà, concevoir des produits qui coûtent le moins cher possible à la fabrication. Donc quand on est une entreprise industrielle comme la nôtre, on met pas mal d'énergie à travailler sur ce qu'on appelle le design to cost ou design to manufacture. C'est que très rapidement, on embarque dans le projet de conception du produit, de R&D, on embarque les équipes industrielles. Comme ça, elles sont capables de donner une vraie indication de la facilité ou non à fabriquer le produit lorsqu'on aura fini de le développer. Donc ça, c'est la première étape. On investit aussi beaucoup en innovation, parce qu'en fait, il faut qu'on amène de la valeur différenciante aux consommateurs. Donc, le design, vous disiez aussi, qui est important. Oui, alors le design, c'est encore autre chose, je le mets à côté de l'innovation. C'est-à-dire que l'innovation, on amène des fonctions ou une expérience nouvelle pour lequel on espère que le marché va être prêt à payer quelque chose de plus que ce qui arrive par container. Le design, ça, j'y crois aussi très fort. Et on a tendance à investir encore plus d'argent sur le design et de collaborer avec des designers de renom. Parce que je trouve on pense qu'un produit qui a fait l'objet d'un design particulier est porteur d'une émotion. C'est-à-dire qu'il interagit avec son utilisateur. Et c'est un produit qu'on a envie d'avoir longtemps. Donc le design, c'est une façon aussi de donner sa chance au Made in France. C'est-à-dire qu'on on raconte une histoire, on crée une émotion entre le produit et son utilisateur, et ça réancre, je trouve, l'industrie sur le territoire. Ça va de pair d'ailleurs avec la réparabilité. Vous voyez, moi, je pense que ce qui a tendance de fond aussi, c'est on en a marre de l'obsolescence. C'est une aberration de jeter des produits électroniques tous les 2-3 ans. Aujourd'hui, quand vous faites du Made in France, vous réparez les produits quand ils sont en panne. Nous, par exemple, sur toutes les générations de produits qu'on lance sur le marché, on garantit une réparabilité pendant 10 ans. 10 ans, ça veut dire que même si le composant disparaît, on ne peut plus le trouver, on redesignera une carte électronique nouvelle pour pouvoir le réparer. Voilà. Donc un produit design que vous pouvez réparer pendant 10 ans, c'est un produit qui vous accompagne pendant une partie de votre vie. Anne Bontruchet, je vous vois acquiescer à tout ce que Thierry Launois vient de nous dire. Cette question des relocalisations, la région l'a prise aussi très à cœur. Et c'est comme ça qu'est née, dans le cadre du plan France Relance, l'offre Se Fournir en Pays de la Loire. Alors l'idée, c'est quoi? C'est aider les entreprises à se fournir plus en proximité? C'est ça. L'idée, c'est qu'elles augmentent leur part d'achat en local. On a créé ce dispositif justement en se disant à l'heure d'aujourd'hui, il y a certaines entreprises qui vont se sourcer, s'approvisionner parfois 400, 800, 2000, 10 000 kilomètres. Pour certains produits, pour certains services de sous-traitance, elles peuvent le faire dans le même département ou dans le département d'à côté. C'est peut-être pas plus mal d'aller voir au pied de sa porte plutôt que d'aller voir aussi loin. Donc le dispositif Solutions Se Fournir, l'idée c'est d'accompagner les industriels qui ont défini tel produit, telle compétence qu'ils recherchent en disant voilà mon cahier des charges, voilà ce que je recherche, aidez-moi à trouver un prestataire qui a la compétence et qui peut rentrer dans ma chaîne d'approvisionnement. Donc c'est un service tout simple, hein, il fallait juste y penser et j'espère que d'autres régions y ont également pensé, où l'idée, on part du cahier des charges de l'entreprise. Nous, au niveau de l'Agence régionale de développement économique, on a une bonne connaissance du tissu économique ligérien. On est proche notamment des développeurs économiques qui sont dans les intercollectivités, qui sont également dans les pôles de compétitivité. Exactement. Et vu qu'on se connaît très bien ce tissu économique-là, ces gens-là, ces personnes-là, elles connaissent très bien leur zone
micro, on va dire, vraiment les entreprises de leur secteur. Donc moi, au moment où je diffuse un cahier des charges, j'ai Monsieur Z qui va me dire, tiens, ton cahier des charges, ça me fait penser à l'entreprise Durand, elle a cette compétence, elle fait ce type de produit. Et à partir de là, ça me permet de ressourcer toute une liste de potentiels fournisseurs pour l'entreprise demandeuse. Ensuite, charge à l'entreprise demandeuse de regarder dans cette liste s'il y a des entreprises avec lesquelles elle souhaite travailler, si elle souhaite que j'organise un rendez-vous B2B de façon à pouvoir échanger avec cette entreprise et ainsi pouvoir changer son mode d'approvisionnement, tout simplement. Et il y a plusieurs briques dans cette offre que vous Exactement. proposez, c'est ça? Exactement. Vous pouvez intervenir à différents niveaux. Exactement. Il y a la brique, celle que je vous ai présentée, donc l'accélérateur achat local, où je me contente, entre guillemets, d'un listing. Le rendez-vous achat local, où là, on va jusqu'à organiser le rendez-vous B2B, le plus simplement, une petite visio pendant 20 minutes, une demi-heure, pour échanger avec le fournisseur potentiel. Mais il y a également la brique conseil achat local, où là, le conseil régional s'appuie sur le cabinet PwC, qui a un réseau d'experts achats et qui sont là pour aider l'entreprise à faire en fait une photo sur la fonction achat de l'entreprise. Comment va la fonction achat dans mon entreprise? Est-ce qu'il y a des risques? Est-ce que je peux avoir une cartographie de mes dépenses, de mes risques financiers, de mes risques peut-être géographiques, sanitaires? Voilà, toutes les questions qu'on peut se poser et de se faire accompagner en plus pour pouvoir sourcer plus de produits grâce à ces experts achats. Et tout ça, ça coûte cher pour l'entreprise qui décide de faire appel à vos services? Le rendez-vous achat local, l'accélérateur, c'est gratuit. C'est sûr qu'on ne va pas aller ressourcer tous les produits de l'entreprise. À un moment, je vais faire stop. Mais voilà, jusqu'à 3 produits qu'on me demanderait de ressourcer, moi, je le fais. Voilà, c'est mon job, donc pas de souci. Le conseil achat local, il y a une petite part qui est à la charge de l'entreprise. Si je prends pour une PME, le conseil régional prend en charge 90% de la prestation réalisée par PwC, ce qui fait qu'il y a un reste à charge qui est de moins de 1 000 €. Donc c'est pas déconnant. Donc voilà. Et puis au-delà de ces 3 premiers dispositifs au sein de Solutions Se Fournir, on a la team achat local. Où là, la team achat local, ce serait pour les entreprises qui se disent moi sur le territoire ligérien, mon constat c'est que la filière elle n'existe pas ou elle n'existe plus, parce qu'il y a des filières qui, on le sait, au fur et à mesure des décennies passées, il n'y a plus une mobilisation des acteurs du territoire. Ce sont des activités qui se font en Europe de l'Est ou qui se font un peu plus loin. Et on se dit, et pourquoi pas se mobiliser? Et là, on part du principe que l'entreprise a envie de se remobiliser sur ce besoin. Et pourquoi pas mettre autour de la table des concurrents, mais qui demain pourraient se dire, de toute façon, on a la même attente. Donc, si on a la même attente, on peut peut-être aider à recréer une filière localement. Et écoutons-nous les uns les autres et voyons voir s'il n'y a pas une autre entreprise ou un secteur d'activité qui a des compétences similaires, assimilables, qu'on pourrait aider à déployer de façon à ce qu'elles puissent devenir notre fournisseur pour demain. Donc, voilà l'esprit du dispositif. Et c'est quoi? C'est plutôt l'offre, elle est plutôt à destination des entreprises industrielles? Tout à fait, exactement. On est plutôt sur la chaîne de production manufacturière, exactement. Et aujourd'hui, vous avez répondu à combien de sollicitations? Alors, depuis le lancement du dispositif, il y a à peu près 6 mois, il y a eu une petite vingtaine de cahiers des charges qui ont été sourcés pour différentes entreprises. Et voilà, régulièrement, j'en ai des nouvelles qui arrivent. On remarque aussi qu'il y a beaucoup d'intentions, mais on sait que, et là, je pense qu'on ne pourra pas me contredire, les entrepreneurs ont la tête dans le guidon. Il y a plein de problématiques, des problématiques RH, des problématiques multiples et variées. Et c'est vrai que parfois de se dire, bon, ok, j'ai tel fournisseur à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas parfait, mais ça se passe à peu près correctement. Est-ce que je prends le risque aujourd'hui de rechercher localement une autre solution ou est-ce que je repousse le moment? Donc voilà, on sait qu'il faut les prendre par la main et on est là pour ça, en disant bon, allez, on se prend 1 heure, on fait le point. Est-ce qu'il y a un produit, vous dites, bon allez, là cette fois-ci, il faut que j'y aille. J'ai bien été embêtée il y a quelques mois quand il y a eu la fermeture des frontières, par exemple. Je vais peut-être essayer de voir s'il y a une solution localement ou qu'est-ce que je peux faire pour demain augmenter la part de mes achats locaux. Oui, parce que c'est pas simple, il faut renouer une relation et donc... Exactement, on sait ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne, je ne dis pas le contraire, mais il y a peut-être beaucoup à gagner. Ouais.
Ben écoutez, je vois que le temps est passé très très vite. Si on doit résumer, ce que je constate, c'est que de l'intention à l'action, il y a parfois une marche, que c'est pas aussi simple que ça va sans doute prendre du temps, qu'on avait eu le sentiment que la crise avait accéléré certaines tendances, sans doute, mais pour autant, ça va pas se faire du jour au lendemain. Il va falloir être patient, mais je vois que vous êtes convaincus, vous pensez que voilà, il y a un potentiel pour faire les choses différemment. Donc, gardez votre enthousiasme et en tout cas, merci d'être venu témoigner aujourd'hui. Merci à vous. Je crois qu'on peut les applaudir. On est arrivé au bout de cette table ronde, mais la journée n'est pas terminée. On a encore un témoignage à suivre derrière, donc restez avec nous. Vous allez voir que c'est intéressant. Frédéric Branjon, qui va venir témoigner, qui est boulanger à La Chapelle-sur-Erdre et qui va nous expliquer un peu comment il essaie de faire bouger les choses dans son secteur d'activité. Donc restez avec nous pour cette fin de journée. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir.